Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur la chaîne Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons sur la numismatique, l'achat de pièces de collection, de pièces de monnaie de collection. Cela peut-il constituer un investissement? Nous en parlerons dans un instant avec Patrick Guillard, numismate. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la réforme du courtage et à l'obligation pour tous les courtiers d'adhérer à une association agréée par l'ACPR. La question que nous nous poserons pour cette fin d'année, avant l'entrée en vigueur et l'obligation pour tous les courtiers donc d'adhérer à une association, c'est comment choisir son association. Une question que nous poserons à Étienne Cajouin, président de l'association La Compagnie IOBSP. On se retrouve tout de suite. La numismatique peut-elle être considérée comme un investissement au même titre que d'autres investissements passion? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrick Guillard, numismate. Bonjour Patrick Guillard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, donc vous êtes numismate ou expert numismate, c'est-à-dire que vous avez cette expertise en numismatique, en connaissance effectivement des différentes pièces de monnaie que l'on peut acquérir pour une collection ou pour un investissement. On va voir ensemble si ça peut représenter un véhicule d'investissement. Tout d'abord, quand un numismate doit définir la numismatique, comment est-ce qu'on définit cette discipline ? La numismatique, ça touche à la collection des monnaies anciennes, on l'étend aussi aux médailles ou aux billets. D'accord. Mais c'est au premier chef, au premier lieu, ce qui concerne les monnaies qui ont circulé et qui sont ensuite collectionnées. Donc c'est forcément des monnaies qui ne sont plus en circulation aujourd'hui ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui aujourd'hui collectionnent des monnaies en euros qui circulent ou des billets en euros. Donc c'est souvent d'ailleurs le pied d'entrée dans une collection. On commence par les monnaies qu'on a dans son porte-monnaie sous la main. Bien sûr. On en trouve une qui est un peu plus rare qu'une autre ou qui nous attire pour une raison esthétique ou encore différente. Et puis de fil en aiguille, on remonte dans le temps et on va vers des périodes qui sont parfois assez anciennes, pour des monnaies qui ne sont plus d'actualité, mais qui nous parlent encore. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce marché, mais d'abord, quand on parle de monnaie assez ancienne, on peut remonter jusqu'à quelle date, quel âge environ en matière de monnaie ancienne? Alors, on peut remonter jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Il y avait donc déjà des monnaies en circulation considérées comme réelles monnaies? Tout à fait. C'est-à-dire que les premières monnaies qui ont été mises on entend par monnaie, il y avait des outils d'échange ou de troc. D'accord. Mais les premières monnaies, c'est avec une unité de poids, de valeur et avec des premiers signes, des premières empreintes. Ça remonte entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est intéressant parce que dans la caractéristique que vous donnez d'une monnaie, vous ne dites pas que ça doit forcément être en métal ou en métal précieux, par exemple. Alors, en l'occurrence, si là, on parle de monnaie métallique, parce qu'avant, il y avait des outils d'échange qu'on n'appelle pas vraiment des monnaies, mais qui n'étaient pas en métal. Ça pouvait être des coquillages, ça pouvait être d'autres objets. C'était des objets de troc ou des objets d'unité de compte. D'accord. Et donc, quand on parle de numismatique, en revanche, on parle de monnaie métallique, pour le coup. Voilà. Et donc, on va investir, ou en tout cas faire une collection d'un métal. Est-ce que, alors je pose des questions de néophyte pour essayer de faire comprendre un petit peu ce que c'est que cette numismatique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une pièce d'1 euro ou de 2 euros, évidemment, elle n'est pas en argent ou en or. Est-ce que quand on remonte dans le temps, on est sur du métal précieux systématiquement ? Quasiment. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'essentiel, 99% des monnaies étaient en or, en argent ou en bronze. D'accord. Ou dans des alliages différents. Et les métaux non précieux vont commencer à apparaître à ce moment-là. Et c'est la Première Guerre mondiale, avec l'effondrement de l'économie en Europe, qui va précipiter l'abandon des métaux précieux pour les monnaies, parce que les gouvernements européens n'avaient plus les moyens de financer une monnaie à partir de métals précieux. Tous ces métaux précieux avaient été utilisés pour l'effort de guerre et étaient partis ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc ça veut dire que quand on investit en monnaie ancienne, ça équivaut à un investissement dans un métal précieux, or ou argent, ou c'est des investissements qui ont des cours et des volatilités différentes? Alors le support est là, c'est-à-dire vous pouvez acheter, on va prendre un exemple, si vous achetez une pièce de 20 francs or de Napoléon III, donc des années 1850-1860,
Si vous achetez une monnaie commune, vous allez payer le poids de l'or plus une petite prime. D'accord. Et si vous prenez la même pièce de 20 francs, mais plus rare, qui a été frappée à un tout petit tirage d'une année spécifique, par exemple pour Napoléon Ier ou Louis XVIII, donc quelques décennies antérieures, Bien sûr. vous allez payer la pièce 3 fois, 10 fois ou 50 fois le prix de l'or. D'accord. Parce qu'elle les vaut sur le marché numismatique, parce qu'elle est excessivement rare, et la demande fait que les gens sont prêts à la payer beaucoup plus cher que le support du poids d'or. D'accord, donc la rareté, ou en tout cas l'histoire derrière la monnaie en question, derrière la pièce de monnaie, fait aussi le prix. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir la rareté de la monnaie, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires subsistants et au départ le nombre d'exemplaires frappés. D'accord. La beauté de la monnaie, très important, la qualité de conservation de la monnaie. C'est-à-dire qu'une même monnaie très usée ou toute neuve, on peut avoir des écarts de 1 à 10 ou de 1 à 100. D'accord, pour la même pièce. Pour la même pièce. D'accord, oui. Et puis après, l'intérêt historique, c'est-à-dire qu'il sera une monnaie justement de Napoléon Ier à rareté égale avec une monnaie d'un illustre inconnu. Celle de Napoléon Ier se vendra plus cher parce que Napoléon parle au monde entier. D'accord. Ça veut dire que si on s'y connaît un peu en histoire, moins le monarque a eu d'espérance de vie longue, plus la monnaie va prendre de la valeur. C'est un bon point. Oui. C'est-à-dire que typiquement, si vous prenez les empereurs romains, vous avez des empereurs romains qui n'ont été empereurs déjà que dans une zone donnée pendant quelques mois. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des monnaies frappées à leur effigie, ces monnaies sont excessivement rares parce qu'il y en a très peu. Elles vont valoir beaucoup plus cher que des monnaies d'empereurs qui ont régné pendant 30 ou 50 ans et qui étaient dans une période économique faste. Mais moi, en tant qu'investisseur individuel ou collectionneur individuel, j'ai accès à une monnaie, je ne sais pas, qui a été frappée sous Pompée ou sous Jules César. Ce n'est pas des pièces de musée, ça, aujourd'hui ? Non, si vous voulez, vous pouvez avoir une pièce de Pompée pour 500 €, 1000 €, une pièce de César. Ça va être un peu plus cher parce que César est évidemment encore plus demandé. D'accord, ouais. Mais c'est tout à fait abordable. Enfin, abordable peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même à moins de 5000 €, vous avez une jolie monnaie de César. Je reviens sur l'effet rareté, parce qu'effectivement, vous nous avez donné l'exemple de Napoléon. Alors effectivement, Napoléon parle au monde entier, Jules César parle au monde entier. Si on a une monnaie très rare, puisqu'elle aura été frappée que dans le sud-ouest de la France, à une période très précise, dans un canton ou dans un département, est-ce que là aussi, l'effet rareté décuple le cours de la monnaie en question ? Alors là, on aura l'effet rareté qui va devoir être mis en opposition avec l'effet demande. D'accord. Ça va être excessivement rare. Vous allez avoir une monnaie féodale d'une abbaye pendant une année. Les collectionneurs de la région vont s'y intéresser, mais il y aura beaucoup moins de collectionneurs de cette région que de collectionneurs de monnaie de Napoléon, de Louis XIV ou de Jules César. Donc par conséquent, à rareté égale, cette monnaie vaudra beaucoup moins parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui s'y intéressent. Donc il y a quand même effectivement, évidemment, comme toute collection investissement, un sujet offre et demande sur ce type de collection. Et alors là, effectivement, on parle de monnaie au sens large. Mais si on prend l'euro, par exemple, des pièces de 1 euro, de 2 euros, il y a des billets également. Si on revient sur une monnaie considérée rare, par exemple, de l'époque napoléonienne, est-ce que la valeur sur la monnaie à l'époque fait influer le cours aujourd'hui de la pièce qu'on achèterait ? C'est-à-dire que typiquement, on frappait moins de monnaie d'or. Si on reste sur l'exemple que vous avez cité de Napoléon Ier, on frappait moins de monnaie d'or en volume que de monnaie en argent. Donc forcément, comme vous en avez moins au départ, il en subsiste moins. Et si vous avez autant de gens qui les demandent aujourd'hui, les prix seront plus élevés. Bien sûr. Tout simplement. Et alors justement, c'est une collection ou un investissement qui plaît aujourd'hui aux investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans la numismatique actuellement ? Très souvent, d'ailleurs dans mon cas, c'était aussi ce qui s'est passé. J'ai eu affaire, ou les gens ont affaire à des pièces qui traînent au fond d'un tiroir. On découvre, on ouvre. En ce qui me concerne, j'étais enfant, j'avais 12 ans. Je trouve une monnaie qui avait 50 ans ou 100 ans, ce qui pour moi était une éternité. Bien sûr, oui. Donc j'avais l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Et puis quand vous avez une pièce, vous avez la tête de Louis XVI ou la tête de Louis XV ou Louis-Philippe. Et surtout quand la pièce est grosse, quand vous êtes enfant, ça vous parle. Donc c'est la numismatique qui vous choisit, c'est ça ? C'est les pièces qui vous trouvent ? C'est presque ça. J'aime à dire que je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique quand j'étais enfant. Et c'est d'abord un vrai plaisir, c'est une passion. C'est-à-dire que je me lève le matin et je suis content d'aller au travail. Voilà. Et alors,
si on regarde ça d'un point de vue investisseur, on peut considérer aujourd'hui l'investissement dans des pièces de collection ou dans des pièces de monnaie ancienne comme un investissement, une valeur refuge, enfin y aller pour conserver de la valeur ou au contraire pour espérer une plus-value quelques années plus tard? Les deux. C'est-à-dire que comme pour tout investissement, il faut le faire de façon intelligente et posée et le faire sur la durée. Si vous achetez une monnaie aujourd'hui, vous voulez la revendre 5 minutes après, forcément vous allez perdre la commission entre l'achat et la vente. Si par contre vous constituez une collection pièce par pièce, en prenant vos temps, en les sélectionnant judicieusement, et que vous revendez ça 20 ans ou 50 ans plus tard, dans certains cas c'est même un siècle plus tard, il y a des gens qui vendent la collection de leur grand-père, ce qui aujourd'hui permet d'atteindre des prix assez astronomiques dans certains cas quand c'était bien fait, parce que ces monnaies ont été sorties du marché pendant tellement longtemps que si certaines avaient leurs petites sœurs qui étaient présentes régulièrement, d'autres ne sont pas apparues sur le marché depuis 10 ans, 20 ans ou plus. Et donc forcément, les collectionneurs passionnés qui connaissaient leur existence, qui les ont vus en photo quelque part, il y en a une qui sort, il n'avait pas eu 10 ans, là les prix s'envolent. Et l'origine de la collection peut jouer, comme on peut le voir par exemple lorsqu'on parle d'œuvres d'art? Oui, c'est-à-dire que le pédigré peut avoir une importance, pas systématiquement, mais quand vous avez un pédigré célèbre, il y avait par exemple le roi Farouk, le roi d'Égypte, qui avait une collection fantastique. D'accord. Donc ça fait partie des pédigrés un peu connus, ou pour les collections des écus royaux, c'est-à-dire les grosses pièces en argent du 17e, 16e, 17e, 18e siècle. Il y avait un collectionneur américain qui s'appelle Georges Sobin, qui avait une très belle collection, qui a écrit plusieurs ouvrages, et ça, ce sont des pièces qui ont forcément une plus-value, parce qu'elles sont connues des collectionneurs, parce qu'elles font partie d'ouvrages phares. Alors, il y a encore plein de questions qu'on aura envie de vous poser. Je vais quand même vous en poser deux d'un point de vue plus investisseur. Est-ce que c'est un marché liquide, la numismatique? Oui. Encore une fois, je vais revenir sur l'exemple que vous me citiez tout à l'heure. Si on prend une monnaie d'une baronnie ou d'un évêché particulier, vous n'avez que... Oui, c'est vrai que je parlais de département, mais à l'époque, on parlait plutôt de baronnie, effectivement. Oui, tout à fait. Les départements ne sont arrivés qu'à l'époque de la Révolution, mais des monnaies qui étaient à l'échelle locale seront moins liquides que des monnaies qui sont très demandées, encore une fois, avec les exemples phares, mais la liquidité n'est pas vraiment un problème. Et en matière de fiscalité, est-ce que ça a une incidence de détenir une grande, moyenne ou petite collection de pièces de monnaie anciennes? La fiscalité ne va intervenir que le jour de la vente. D'accord. Et en l'occurrence, la fiscalité, vous allez avoir deux types de fiscalité. La fiscalité sur les pièces qu'on appelle de bourse, donc les pièces qui se vendent au poids de l'or avec une petite prime. Donc là, vous avez une taxe sur les métaux précieux qui est de 11,5% plus la commission de vente. Et vous avez une fiscalité sur les pièces qui sont des objets de collection dont le prix unitaire dépasse 5 000 €. Là, vous avez une taxe de 6% à payer. Mais ce sont les deux seuls cas. Si vous avez une pièce qui vaut 2 000 €, vous n'avez pas de fiscalité à la sortie. Et pour finir, Patrick Guillard, peut-être un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Si jamais on a une collection, on a envie de lancer une collection de numismatique, est-ce qu'il faut acheter à l'opportunité les pièces qui nous plaisent ou se concentrer sur une période, par exemple, pour s'assurer d'avoir une collection spécifique de la période napoléonienne ou de la période de Jules César? J'allais dire les deux. D'accord. Vous n'arriverez pas forcément à toujours trouver quelque chose sur une période spécifique. Il n'y aura pas forcément suffisamment d'objets disponibles. Ou vous aurez envie de collectionner par rapport à vos coups de cœur. Vous avez trouvé que vous allez vouloir, par exemple, collectionner les monnaies de Louis XVI. Et puis, là, vous voyez une monnaie belge que vous trouvez magnifique. Vous la prenez parce que ça vous intéresse de l'avoir à côté. Oui, c'est vrai. Et vous soulevez d'ailleurs un point qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, c'est que c'est une discipline internationale, la numismatique. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Guillard, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, partager votre expertise. Je rappelle que vous êtes expert numismate. Merci beaucoup. De rien. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur cette actualité dans le monde du courtage, cette réforme du courtage qui oblige tous les courtiers ou futurs courtiers à adhérer à une association agréée à partir du 1er janvier 2023, avec évidemment une latitude pour ceux qui renouvellent ou qui font leur renouvellement ORIAS. Cela pose un certain nombre de questions. Quelles sont les démarches pour justement adhérer à une association? Est-ce que cela change beaucoup de choses pour les futurs adhérents? Et surtout, comment choisir
devenir son association? Autant de questions que nous allons poser à Étienne Cajouin. Bonjour Étienne Cajouin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de l'association La Compagnie IOBSP, qui est elle-même une branche de la fédération, donc la compagnie des CGP. Vous faites partie des 7 associations agréées pour, donc, en lien avec cette réforme du courtage. Vous vous préparez donc, j'imagine, vous avez même sûrement déjà commencé, à accueillir de nouveaux adhérents en lien avec cette réforme. Absolument, absolument. Merci pour votre invitation, Nicolas. Justement, donc c'est un jour important parce que depuis très peu, nous avons au sein de la compagnie IOBSP dépassé la barre des 1000 adhérents. D'accord. Supplémentaire 1000 adhérents au total, d'accord. Ouais. Bien sûr, supplémentaire. Ouais, ça aurait été un peu compliqué. Donc ça demande bien sûr toute une logistique, toute une organisation et bien sûr, nous avons une organisation au sein de la compagnie IOBSP humaine, bien sûr, importante, mais aussi nous sommes beaucoup adossés sur le digital, puisque tout le parcours des inscriptions qui est obligatoire aujourd'hui depuis la réforme du courtage se fait de façon 100% digitalisée. Ouais, alors 100% digitalisé, comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire 0% humain, c'est 100% digitalisé et 100% humain. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un au bout du fil, c'est ça, si on veut appeler? Oui. Bien sûr. Ça a nécessité beaucoup d'organisation ou de réorganisation de se mettre dans les clous de cette réforme du courtage, côté association dans un premier temps? Bien sûr, déjà, il fallait se structurer. Alors, en ce qui nous concernait, bien en amont de la réforme du courtage, on s'y était préparé. D'accord. Puisque, au départ, la fédération n'existait pas. C'est sous l'impulsion de Philippe Feuille, qui est le président de la compagnie des CGP, que nous avons constitué les 4 associations qui sont les filles de la fédération, compagnie des CGP. D'accord. Première association, c'est la compagnie IMO. La compagnie CIF, bien sûr, la compagnie IAS et la compagnie IOBSP que je représente aujourd'hui en tant que président fraîchement élu. Donc c'est vrai que il a fallu préparer les choses, anticiper pas mal de choses parce que la communication avec la CPR n'est pas évidente. D'accord. Donc il fallait pas mal être dans la prédiction de ce qui allait arriver. Bon, après il faut dire que finalement on était habitué à travers la partie CGP, la partie CIF, de par la réforme MIF 2. Bien sûr, donc, oui. Donc vous aviez déjà effectivement le mécanisme. On avait déjà une base de trame qui nous a permis de rentrer vite dans le moule et surtout d'avoir notre agrément auprès de la CPR. Et alors justement, aujourd'hui vous êtes agréé, il y a 7 associations agréées, dont 6 qui concernent principalement les IOBSP. Oui. Si je suis aujourd'hui courtier et que je dois faire le choix d'une association plutôt qu'une autre, comment est-ce que je fais ce choix selon vous, Étienne Cajouin? Alors, il existe effectivement 7 associations différentes de par la taille, de par l'histoire. La caractéristique de la compagnie IOBSP, et ça n'est pas un argument commercial, c'est véritablement, et ce qui a toujours été prôné par Philippe Feuille, c'est l'ADN humain. C'est-à-dire qu'au sein de cette association, de cette chambre professionnelle, il y a un véritable accompagnement, une véritable proximité, et vraiment l'ADN humain est au sein de notre association. Nous avons organisé des micro-trottoirs. Pourquoi les gens, lorsqu'ils venaient, les adhérents, lorsqu'ils venaient chez nous et qu'ils restaient, c'était justement parce qu'il y avait cette proximité et cette chaleur humaine et ce côté de cet accompagnement, on va dire. Mais alors, donc ça, c'est effectivement la raison pour laquelle on va au sein de la compagnie IOBSP. Mais quand on se pose la question en tant que futur adhérent, comment est-ce que je fais mon choix? Est-ce qu'il y a des spécificités différentes au sein des associations? Quelles sont les questions que moi, je dois me poser pour ensuite savoir comment je guide mon évolution? Alors, ce qui a boosté ces derniers temps, pour être complètement transparent, l'ensemble des courtiers, c'est le message qu'a envoyé l'ORIAS à l'ensemble des courtiers en leur disant bon, il faut y aller là. Il faut y aller, il faut se bouger. Et c'est vrai que ça a créé une impulsion. D'accord. C'est à partir de là qu'effectivement nous avons été énormément sollicités. D'accord. Ouais. Je pense que toutes les associations font du très bon boulot. Mais chacune a ses spécificités. D'accord. Ouais. Alors, c'est pour ça, pour nous différencier des autres, je vais parler de nos spécificités, puisque je ne connais pas de façon intrinsèque les autres associations. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dès le départ,
nous prônons véritablement l'interprofessionnalité de par la fédération au-dessus. Bien sûr, oui. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est organique. Et nous prônons aussi l'intraprofessionnalité, c'est-à-dire qu'au sein même de l'association, si je prends le cas de mon association, eh bien, vous allez avoir sur la partie OBSP des spécialistes du crédit immobilier, des spécialistes du crédit professionnel. Ce sont deux métiers différents. Mais il y a des passerelles, c'est ce que je vais appeler l'intraprofessionnalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément mettre en avant. Et peut-être qu'avec la formation que l'on suggère, qui est interne, et qui s'appelle LCGP, formation, peut-être que ça permet de créer ces passerelles beaucoup plus facilement. Surtout que la formation, c'est un sujet obligatoire maintenant. Ça l'était déjà avant, mais maintenant, c'est les associations qui vont s'en charger. Elle est obligatoire et elle est vérifiable. Oui. Parce que l'ORIAS ne vérifiait pas le suivi, ne faisait pas le suivi de formation. Aujourd'hui, c'est les chambres qui auront l'obligation de vérifier ce suivi de formation, et comme quoi tout est en règle, on va dire, au niveau conformité. Alors, vous mentionniez tout à l'heure effectivement qu'il y a peut-être eu un petit coup de booster au moment du mail envoyé par l'ORIAS. C'est vrai qu'on se met à la place d'un courtier. Il y a encore quelques semaines, il y a eu beaucoup de remous sur cette réforme du courtage. On ne savait pas si elle allait aboutir ou non, si finalement elle allait être reportée ou non. Finalement, elle a été maintenue. Le timing n'a pas changé pour le courtier. La question qui peut se poser, si jamais il n'a pas fait les démarches, sachant que peut-être que certains se disent effectivement c'est à partir du 1er janvier, mais j'ai encore un petit peu de temps puisque mon renouvellement ORIAS peut encore se faire sur le mois de janvier. La question qui peut se poser, c'est est-ce que administrativement ça implique beaucoup de choses pour moi, courtier, d'aller adhérer à une association et de me mettre dans les règles de cette réforme du courtage? Alors, je me positionne aussi du côté courtier puisque je suis moi-même professionnel et exerçant. Ça implique tout simplement de ne pas attendre le dernier moment parce qu'effectivement, il y a un flux important qui arrive de par l'obligation. Et donc, ça demande un travail drastique au niveau administratif parce qu'il faut tout vérifier. D'accord. Et surtout, on a une deadline au niveau de l'ORIAS qui est le 28 février de mémoire. D'accord. Donc, le travail drastique, il est côté association, c'est ça? Il est côté association parce que tous les dossiers arrivent en même temps. Il faut savoir qu'un dossier, il faut à peu près 25 minutes pour traiter un dossier. D'accord. Ouais. Un dossier bien monté, correctement, 25-30 minutes. D'accord. Ouais. Donc, on laissera les gens faire le calcul de 25 fois 1000 dont vous nous aviez parlé tout à l'heure. Mais Exactement. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'énergie et forcément, ça demande une bonne organisation. C'est pour ça qu'en amont, on demande à ce qu'il y ait la complétude des documents qui soient demandés. Et l'objectif, c'est de démarrer cette réforme dans les clous pour pouvoir, ne serait-ce, parce que beaucoup de courtiers ne le savent pas, mais s'ils n'ont pas d'adhésion à l'ORIAS, ils ne pourront pas être rémunérés au niveau bancaire, mais même au niveau des compagnies d'assurance, puisque je parle aussi de l'autre réforme. Donc ça, il faut le savoir. Et sachant qu'ils ne peuvent pas avoir leur renouvellement ORIAS tant qu'ils n'ont pas la preuve d'un agrément, d'une adhésion à une association. Association professionnelle, absolument. Et donc le risque, c'est quoi? C'est qu'il y ait trop de dossiers envoyés au dernier moment, que du coup on n'ait pas l'adhésion dans les temps, qu'on puisse pas avoir son renouvellement ORIAS. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On n'attend pas un an, j'imagine quand même qu'il va... vous ne travaillez pas à l'ORIAS, mais on imagine que... Oui, alors le problème, et c'est un problème un peu typiquement franco-français, puisque c'est une forme de procrastination, on attend le dernier moment pour faire les choses. Effectivement, c'est que tout arrive en même temps et forcément derrière, même si c'est digitalisé, il y a quand même des hommes et des femmes qui contrôlent et qui doivent bien sûr valider. Et c'est ce délai-là qui effectivement aujourd'hui peut poser problème par rapport aux délais qui sont impartis aux courtiers. Donc on l'a noté, effectivement, le message c'est d'y aller dans les temps, tant qu'il est encore temps. Pour les courtiers, si on élargit un petit peu le sujet, donc là on a effectivement beaucoup parlé de cette réforme du courtage qui est un grand enjeu pour les associations agréées, mais aussi pour les courtiers. On est fin 2022, il y a cette année 2023 qui s'ouvre. Alors effectivement pour les CGP, il y a un certain nombre de questions. Pour les courtiers aussi, on voit que notamment les prêts immobiliers sont un peu plus complexes à obtenir actuellement. Ça c'est pour la partie courtier donc immobilier, mais quels sont selon vous les grands enjeux pour les courtiers du début d'année 2023? Les enjeux des courtiers pour 2023 se font sur deux niveaux. Il va y avoir le premier niveau qui est imposé finalement par la réforme, c'est tout l'aspect conformité-réglementation. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde devra être dans les clous. Ça risque de
pas mal, on va dire, j'aime pas utiliser ce terme, écrémé, mais obligé, et amener une certaine forme de résilience, et qui sera que profitable pour le métier, et surtout pour les investisseurs et pour les clients. D'accord, donc ça veut dire après l'adhésion, après le 1er janvier, il va falloir quand même se plier à la réglementation, faire les formations, voilà. Voilà, les formations et surtout tout le process parcours client réglementaire. D'accord, bien sûr. Oui, il n'y a pas que les formations, c'est vrai. Il n'y a pas que la formation, il y a tout le kit réglementaire qui est aujourd'hui amené par les associations, mais il faut le mettre en place. Mais il faut le mettre en place et l'appliquer surtout. D'accord. Donc, et ça, forcément, pour certaines façons de faire, pour certains qui avaient certaines habitudes, vous savez que le changement d'habitude est très compliqué et ça peut effectivement poser problème. Donc il faudra être résilient et le faire parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et dans tous les cas, dans la doctrine de cette réforme, c'est toujours la même chose. C'est la même chose que pour MIF 2. Ou DDA, l'objectif, c'est la protection du client, la protection de l'investisseur. Oui. Donc on est toujours dans cette même doctrine. Donc plus de transparence, plus de clarté, donc ça impose beaucoup plus de conformité. Au risque de perdre son adhésion, alors pas tout de suite, j'imagine, à l'association, et donc de voir effectivement son activité un petit peu plus exercée de manière plus complexe, on peut le dire. Donc ça, c'est effectivement le premier enjeu que vous voyez pour 2023. Il y en avait un deuxième également ? Et un deuxième, c'est le côté macroéconomique. D'accord, oui, bien sûr. On en parle énormément. Et l'aspect macroéconomique, c'est quelque chose qui a été vécu récemment par les courtiers. C'est assez compliqué, dans le sens où... Eh bien, on a connu, alors on parle d'inflation, on parle de pas mal d'éléments macroéconomiques, mais surtout, c'est des blocages au niveau des crédits à des moments, quasiment à partir du deuxième trimestre, ça a été très compliqué de passer les dossiers de financement, de par le taux d'usure. Pourquoi le taux d'usure ? Parce que ce n'est pas l'augmentation des taux qui a posé problème, c'est la célérité de cette augmentation bien sûr. Qui a généré justement un blocage. C'est-à-dire qu'on avait une célérité tellement rapide, enfin tellement importante, que la Banque de France n'a pas pu ajuster. Oui, complètement. Voilà. Ce fameux taux d'usure. Donc c'est ce contexte macroéconomique qui a bloqué aussi pas mal de courtiers. Je sais que pour discuter avec certains de nos adhérents, il y en a même qui ont revu un petit peu leur copie, qui ont commencé à se diversifier parce que ça a été très compliqué. Ça a eu un impact aussi sur forcément les financements immobiliers, sur les ventes, sur les transactions immobilières. Donc, si vous voulez, c'est tout un écosystème qui est touché par ce contexte macroéconomique. Et donc, ça veut dire très rapidement que les courtiers en prêt immobilier avec lesquels vous avez échangé sont obligés d'aller vers d'autres types d'activités pour maintenir l'activité économique, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire ce qui était au départ accessoire, parce que souvent le courtier en crédit immobilier, de façon accessoire, va faire de l'assurance de crédit. D'accord. Va faire même du placement en assurance. Là, ça revient un peu sur... accessoire devient principal. D'accord, parce que les dossiers passent pas. Parce que les dossiers ne passent plus. Ou moins, en tout cas. Voilà. Et effectivement, il y avait cette réorganisation. Voilà, donc c'est quelque chose de salutaire finalement. Mais si on regarde aussi sur le côté assurance, le côté épargne, il faut voir concrètement cette année 2022... Sauf sur le dernier rallye de cet automne, on a eu toutes les classes d'actifs qui ont dévissé, que ce soit de l'obligataire à l'action. Donc, on va dire, même ceux qui sont dans le courtage en assurance ont quelque part empathie de ce contexte macroéconomique. C'est pour ça que je mets le réglementaire et le macroéconomique. Et la macroéconomique. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Étienne Cajoin, président de l'association La Compagnie IOBSP, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.